Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour ce webinaire trimestriel de Vianéo. Ce trimestre, on en a d'ailleurs deux, va y en avoir un autre fin juin. Et donc, on a l'habitude de partager des expériences, des retours d'utilisateurs, des réflexions sur le sujet du management de l'innovation. Aujourd'hui, notre sujet, c'est Néo. Néo, notre IA socratique, qui permet, vous allez le comprendre, d'accompagner des porteurs de projets dès le démarrage de leur idée. Pour en parler avec nous, Sonia Graja nous fait l'honneur d'être là. Sonia est donc Innovation Manager, en particulier sur des sujets d'open innovation, mais elle nous en dira plus puisque ça fera partie enfin surtout on va l'écouter dans la troisième partie de notre présentation. Donc quelques mots sur ce webinaire. Je vais commencer par quelques éléments de contexte pour vous expliquer en fait pourquoi, qui est Vianeo et pourquoi on a développé cette IA. Élise, qui est particulièrement en charge de notre développement auprès d'entreprises, va pouvoir faire une démonstration vraiment concrète, un cas d'usage. Et puis, surtout, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qu'il en est dans la réalité. Et grâce au bêta-test qu'on a fait récemment dans les équipes de Veolia, bêta-test qui s'est tenu aussi en parallèle d'un bêta-test chez EDF, on va pouvoir avoir des retours très concrets. Et comme je le dis souvent, c'est les utilisateurs en premier qui comptent. Alors, pourquoi, qui est Vianéo et pourquoi? Le problème dans les entreprises, c'est pas d'avoir des idées. Le problème, c'est de savoir les formaliser. Je pense que on est tous bien conscients que tout un chacun est de plus en plus face à des gros enjeux de création de valeur dans l'incertitude. On est tous bien conscients que tout un chacun est capable d'avoir des idées. Mais on a peur souvent de les sortir, on a peur de ne pas savoir les prendre par le bon bout. On ne sait pas quelles informations il faut vraiment euh, obtenir pour les consolider. Bref, ce sujet de la structuration du projet dès le démarrage est un vrai gros sujet. De ce fait, le résultat est que beaucoup d'idées partent aux oubliettes. Pas plus tard qu'hier, j'étais dans une entreprise où ils me disaient on a 150 idées, on ne sait pas par quelle bout les prendre et c'est un temps immense que de devoir les regarder une à une. Donc si on pouvait un peu mieux les trier, aller plus vite et surtout faire en sorte que dès le départ, elles sont sur les bons rails, ça serait quand même une grande avancée pour nous. Évidemment, l'autre enjeu, c'est que cette innovation apporte très rapidement la preuve qu'elle va pouvoir créer de la valeur. Donc, encore une fois, comme je le disais, dans un monde très incertain, c'est absolument fondamental. Donc, le problème, il est là. Et que fait-on à partir de cette réalité qui aujourd'hui est, à mon sens, un espace d'opportunité de création de valeur qui n'est pas utilisé dans les organisations? Vianeo, vous le savez peut-être, on est un fournisseur de solutions en management de l'innovation et on a au cœur dans notre ADN une méthodologie de business design qui intègre toutes les méthodes d'innovation. Donc la carte et la boussole, en fait, Pourquoi? Parce que l'approche de Vianeo, en fait, c'est une posture de mailloticien qui va permettre vraiment d'embarquer un porteur et son équipe dans un questionnement fondamental et un- inévitable euh, pour construire un projet qui fait sens et surtout qui apporte la preuve de sa viabilité in fine. Donc cette méthodologie aujourd'hui, elle est digitalisée dans une plateforme, mais qui n'intègre pas encore véritablement d'IA. Et donc, on s'est posé la question nous-mêmes de comment l'IA pouvait nous aider à commencer en fait à prendre conscience de toutes ces questions clés pour accompagner un porteur de projet ou surtout pour oui, l'accompagner dans sa réflexion. Quand on s'est posé cette question, finalement, on s'est dit l'IA a un grand intérêt, c'est de créer une conversation avec une personne. Euh, et en fait, il y a deux enjeux. Soit vous créez une conversation en lui donnant les réponses, soit vous créez une conversation en vous positionnant comme étant plutôt un questionneur. Donc vous l'avez compris, puisque notre ADN est de poser des questions, on a voulu absolument que notre IA prenne cette posture socratique.
Et donc aujourd'hui, dans le paysage de tous les IA qui existent, on va plutôt, voilà, je vais vous présenter un peu comment on se positionne. Donc vous avez tous les LLM qu'on connaît bien, qui sont très généralistes et qui sont dans une posture donneur de solutions, même si de plus en plus ils vont aller poser quelques questions s'ils veulent affiner un peu leur analyse. Mais néanmoins, ils sont quand même là pour donner des réponses. Euh, Si on va un peu plus vers l'expertise innovation, on a de plus en plus de solutions qui sont dans cette posture de donneur de solutions avec une expertise d'innovation. Alors, allez tester, vous écrivez votre idée, derrière, vous avez votre business model Canva, vos personas, votre plan d'action, votre business plan avec tous les chiffres qui sortent. Bon, inutile de vous dire que on a du mal à y croire et surtout à penser que c'est ce qui va permettre à un porteur de projet vraiment d'incarner son projet et d'avoir la capacité de le faire avancer. Donc on va être plutôt dans une posture socratique. Là encore, on va avoir des IA socratiques généralistes et de plus en plus dans le monde de l'éducation et tous les grands LLM sont en train d'aller vers cet enjeu-là. Et donc sur l'expertise innovation, en fait aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a des experts des bots experts qui sont in-house, c'est-à-dire créés par des personnes à partir des LLM disponibles dans leur environnement. Et puis nous, bah, avec notre expertise de plus de 15 ans dans l'innovation, les méthodologies d'innovation, le management de l'innovation, en fait, on a déposé ce savoir-faire dans une IA qui va guider le porteur de projet, mais j'en dis pas plus puisque c'est Élise qui va nous présenter plus en détail. Donc pour synthétiser, voilà, il y a deux mondes desquels on se distingue. Donc le monde de la profusion d'informations avec les LLM généralistes euh, et le monde plutôt du remplacement. Je suis un peu méchante, mais je vais le dire un peu froidement, mais de la lobotomisation. En gros, donne-moi tes éléments et c'est moi qui vais devenir ton cerveau. Donc voilà, ça c'est pas le monde qu'on a envie de favoriser. Et donc nous, on va être plutôt dans ce monde de la réflexion, du guide, du guidage et de l'aide pour le passage à l'action. Et grâce à ce guide, en fait, ben, le passage à l'action se fera avec d'autant plus de rationalité, d'éléments, d'étapes et de compréhension de pourquoi je le fais, comment je le fais, etc. En résumé, en fait, Néo, c'est vraiment un partenaire aux côtés d'un porteur de projet qui va lui permettre de ne pas avoir peur de se lancer et d'être vraiment dans cette confiance de se faire guider. Et on a eu pas mal de retours d'ores et déjà de porteurs de projets qui en fait se sont dit, je me suis pris au jeu et Néo m'a embarqué dans une réflexion et en fait je me suis rendu compte bah, que j'avais beaucoup de choses dans mon esprit, pas forcément bien organisées, mais grâce à tout ce travail-là, j'ai pu mieux voilà, les formaliser, prendre conscience de ce que j'ai. Et donc, Néo ne va pas rajouter, si ce n'est parfois peut-être un petit peu conseillé, mais il va vraiment partir de la matière qu'a le porteur dans son esprit. Et c'est un peu un accompagnant tutoriel, maïeuticien, 24/7. Donc, on sait bien à quel point ben, ça coûte cher d'accompagner personnellement chacun. Donc, voilà, c'est cette phase-là de démarrage et ensuite qui va permettre à passer à une phase de discussion et de réflexion euh, engageante autour vraiment d'un contrat de confiance en fait, parce que le porteur aura pris confiance, parce qu'il aura fait tout ce travail de fond, il aura obtenu un rapport qui synthétise tout ce qu'il a à l'esprit, donc c'est pas une boîte noire qui sort de Néo, et du coup il va donner confiance, et là encore on a eu des preuves assez intéressantes de la part de nos utilisateurs sur ce pas que ça permettait de faire dans la discussion et dans la compréhension d'un projet par définition très complexe et incertain. Voilà, j'en ai assez dit. Je vais laisser à présent la parole à Élise pour qu'elle puisse nous partager ben, vraiment une compréhension de l'usage de Néo euh, au quotidien et surtout dans un cas avec un porteur de projet.
Bonjour à tous, je suis Élise de Vianéo et je vais vous présenter notre nouvel agent conversationnel IA, Neo, qui permet de passer de l'idée au business model et donc d'explorer un concept innovant et de prendre vraiment confiance en son projet. Alors, je vous montre, on va se mettre dans la peau de Charles, qui est donc un porteur de projet dans une entreprise. Alors, je me mets sur la page de connexion, voilà. Donc, Charles est un collaborateur qui travaille dans une entreprise spécialisée dans la maîtrise des risques et comme beaucoup d'entre vous peut-être, il a une idée, une vraie intuition. Il est convaincu que son entreprise a la capacité de lancer une nouvelle offre stratégique. Mais entre avoir une intuition et la transformer en projet structuré, il y a souvent un fossé. C'est exactement là qu'intervient Néo. Donc, Charles se connecte à Néo. Voilà. Donc, il va créer un nouveau projet. Donc, vous avez vu, en l'espace de quelques secondes à peine, il est totalement opérationnel. Il peut démarrer son projet, donc de manière vraiment instantanée. Il n'y a pas de prérequis, pas de formation nécessaire. Et donc là, Néo lui demande d'en savoir un petit peu plus sur son idée. Donc, Charles va lui expliquer en fait le constat qu'il avait en tête et un petit peu son idée de départ. Voilà, donc c'est là que Néo démarre la conversation. Alors, plutôt que de simplement, en fait, on va dire, enregistrer l'information ou répondre, Néo va tout de suite rentrer dans un dialogue structurant et il va dérouler pas à pas la méthodologie business design de Vianeo. Donc, les 5 preuves de valeur qui vont challenger le projet dans sa globalité, que vous retrouvez sur la barre latérale de droite. Donc, vous avez ici la légitimité qui permet, en fait, de répondre aux problèmes à résoudre et de clarifier en fait tous les moyens à disposition pour avancer sur son projet, des moyens humains, physiques, intellectuels, financiers. Il y a ensuite l'étape de désirabilité qui permet d'explorer en fait tous les clients potentiels, leurs besoins et les solutions existantes. L'acceptabilité qui permet de clarifier en fait les acteurs en place dans l'écosystème, à la fois les acteurs et les influenceurs, qui seront autant de prescripteurs et de détracteurs aussi. Ensuite, il y aura l'étape de faisabilité qui permettra de définir en fait les fonctionnalités disponibles et les capacités pour les mettre en œuvre. Et ensuite, la viabilité. Donc, on arrive effectivement à la phase de business model. Voilà. Donc là, Néo, lui, il démarre de manière naturelle sur l'étape de légitimité, donc vraiment les fondations du projet. Et donc là, il va en savoir plus en fait sur le problème que en fait Charles cherche à résoudre. Donc là, Néo lui propose en fin de compte une première piste en fait de problème et il lui demande voilà de reprendre en fait l'idée en démarrant sa phrase par comment afin vraiment de d'ancrer le projet sur cette fameuse problématique initiale. Donc voilà donc ce qu'on va faire c'est que hop Charles va lui mettre tous les problèmes qu'il a pu rencontrer puisqu'il a déjà réalisé quelques entretiens. Voilà. Et donc, Néo lui formule en fait un problème. Voilà. Comment peut-on détecter de manière continue et préventive les départs de feu dans les armoires électriques pour pallier les limites des contrôles ponctuels actuels? Et donc, Néo lui demande si il est bien en phase avec cette problématique et si la formulation lui convient. Voilà. Donc, ensuite, on va lui dire oui. Voilà, ça me va. C'est très bien comme problème. Donc là, petit à petit, il va ensuite enchaîner sur le domaine d'application, les moyens à disposition. Donc, on va préciser effectivement qu'on serait plutôt sur tout ce qui va être industrie, data center, voilà, industrie lourde, data center et euh, tertiaire. Voilà. Et donc ensuite, il me demande d'en savoir un petit peu plus sur mes moyens humains à disposition et en fait, donc, en quoi je suis légitime pour adresser ce problème? Donc, on va lui expliquer que on travaille, que Charles est en fait dans une équipe, dans une grande entreprise et qu'il a effectivement toutes les ressources à disposition. Voilà. Donc là, on voit que Néo tout de suite va aborder les moyens matériels et intellectuels.
Hop. Alors, je fais des copier-coller pour aller plus vite. Voilà, et donc petit à petit, on voit que sur la barre latérale, en fait, on a complété un certain nombre de points. Et donc là, par contre, je vois que j'ai une alerte, donc je vais aller voir ce qui se passe. Donc Charles, en fait, découvre ici, donc Néo lui fait bien un résumé, en fait, des différentes questions qui avaient déjà été abordées. Et là, on voit effectivement que Néo lui demande si ce problème de détection de départ de feu est bien une préoccupation majeure et partagée au sein de leur organisation. Voilà, si c'est bien en fait un problème stratégique. Et donc, ça permet effectivement au porteur au fur et à mesure, quand il y a des alertes comme ça, de venir challenger son projet et se poser des questions additionnelles pour s'assurer de la pertinence de l'information. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer en fait sur le projet que j'avais préparé, donc qui est en fait le projet terminé par Charles. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'une fois que Charles a répondu à toutes les questions de la méthodologie de business design, en fait, on a des pourcentages qui permettent de savoir en fait qu'est-ce que Charles a complété. Donc là, Charles voit effectivement que sur la désirabilité, Néo lui dit qu'il est OK. Voilà. Ensuite, sur l'acceptabilité, là par contre, j'ai encore une alerte. Donc là, je vais voir ce qui se passe. Et donc là, effectivement, il me dit que ce serait intéressant de voir si certains des acteurs qui ont été listés dans le réseau pourraient avoir des solutions qui pourraient être une menace en fait pour le projet actuel. Donc ce qu'on voit en fait, c'est que Néo, il se contente pas de poser des questions génériques, parce qu'en fait c'est une IA. Il comprend en profondeur en fait le contexte du projet. Il affine ses relances en conséquence. Donc Charles n'a pas l'impression de remplir un formulaire, il a vraiment l'impression d'avoir une conversation avec un expert en business design. Et, euh, et donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que au fur et à mesure que Charles avance sur son projet, il voit concrètement en fait sa progression. Il n'avance pas du tout dans le flou, il avance vraiment sur un chemin balisé. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Néo vraiment est pour Charles en fait un espace unique puisqu'il ne se sent pas jugé. Il n'est pas en train de présenter le projet à un comité. Il peut exprimer ses doutes, ses hypothèses, ses intuitions les plus brutes. Il peut vraiment en fait laisser libre cours à ses idées. Et donc, ça lui permet, en fait, petit à petit, de percevoir progressivement le véritable potentiel de son projet. C'est un des bénéfices les plus puissants de Neo, c'est qu'il permet aux collaborateurs, en fait, de se lancer en toute autonomie, en toute confiance. Et effectivement, au fur et à mesure, de pouvoir détecter les zones de flou et donc d'avoir conscience, en fait, finalement, Néo est un tiers de confiance qui lui permet de voir les forces et les faiblesses de son projet et en même temps de faire prendre conscience au porteur justement de ces zones de flou, de ces fameux angles morts qu'il n'avait pas forcément identifiés sur le projet ou des hypothèses qui sont un peu trop vagues. Puisque le porteur de projet a un peu tendance à être dans on va dire, confirmation. Et donc là, Néo lui permet un petit peu de sortir de sa zone de confort et d'aller explorer de nouvelles hypothèses. Et ce qui est intéressant, c'est que Néo, il va vraiment jouer le rôle d'un conseiller finalement bienveillant, mais en même temps rigoureux, puisqu'il va poser les bonnes questions au bon moment pour éviter que les faiblesses non détectées ne fragilisent le projet plus tard. Voilà, donc vous avez vu, finalement, en très peu de temps, on arrive à dérouler toutes les questions de la méthodologie de business design. Et en moyenne, on va dire, sur les porteurs de projets, ils vont mettre 2 à 4 heures en fait pour terminer le parcours, donc arriver à quasiment 100% de complétion. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que le retour qu'on a eu d'entreprise, c'est que pour arriver à faire ce travail-là en temps normal, sans Néo, il leur faut des semaines, voire des mois, alors que là, ça permet vraiment d'accélérer le temps et d'avoir un gain de temps énorme, tout en permettant aux porteurs en fait de travailler de façon autonome, sans solliciter des chargés d'innovation.
et donc de pouvoir aussi mieux cribler les projets, mieux les avancer, en fait, d'avoir plus de contenu, plus d'informations pour les défendre après devant des comités. Alors, autre chose, je vous montre ici, Néo va en fait créer un rapport de synthèse dès qu'on a atteint 30% en fait de complétion du parcours global, ce qui est logique puisqu'il faut quand même qu'il y ait un minimum d'informations pour faire un rapport. Donc là, le Charles va pouvoir télécharger son rapport. Donc je vais juste changer d'écran. Voilà, j'arrête le partage. Je vais partager un nouvel écran avec le rapport de synthèse de Néo. Donc voilà, Néo a créé un rapport de synthèse pour Charles, donc sur son projet, et donc là, vous voyez que finalement, en quelques heures seulement, Charles a réussi à avoir un rapport très structuré de son projet de façon automatique. Donc là, le rapport, vous voyez, contient en fait un pitch de son projet. Voilà, il y a ensuite ici un Canva Business Design qui reprend tous les éléments, le problème à résoudre, les fonctionnalités, la proposition de valeur, etc. Les solutions existantes, les influenceurs, les sources de revenus. Et ensuite, vous avez ici le SWOT, donc qui reprend aussi finalement toutes les alertes qui avaient été évoquées lors de la conversation. Et ensuite, vous avez un résumé de chaque preuve, donc la légitimité, désirabilité, acceptabilité, faisabilité, viabilité. Et là, vous avez donc chaque preuve qui est un peu plus détaillée avec les fameuses 20 variables qui sont intégrées au parcours méthodologique, donc le problème à résoudre, les atouts différenciants, etc. Voilà. Donc c'est un rapport assez synthétique qui permet en fait de pouvoir vraiment présenter son projet et le défendre auprès d'un comité, puisque finalement là, rien qu'avec le pitch et le Canva, le sponsor est en capacité en fait de percevoir le potentiel du projet. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Néo, au-delà de structurer et challenger le porteur, va aussi permettre en fait euh, aux différentes parties prenantes de percevoir le potentiel du projet aussi pour Charles d'avoir un projet qui est solide, qui peut facilement proposer et de sortir un petit peu par moment de la page blanche où quand on a une idée, on ne sait pas forcément par quoi commencer, par où commencer, quelles questions se poser, dans quel ordre, etc. Et donc là, en fait, voilà, de manière assez ludique, assez simple, Charles a pu vraiment aboutir à un résultat très concret et fort de ce rapport de synthèse, va pouvoir en fait définir un plan d'action et peut-être éventuellement solliciter l'équipe innovation de son entreprise pour aller plus loin, chercher des financements et pouvoir avancer sur une phase de prototypage ou autre. Donc, ce que je pourrais dire en conclusion sur la démo, c'est que Neo transforme en fait une intuition isolée en projet structuré et défendable. Il accompagne donc chaque porteur de projet dans sa réflexion à son rythme, parce qu'on peut en fait voilà travailler quand on le souhaite, de manière asynchrone, la nuit, le week-end, se connecter, peut-être passer 10 minutes et puis faire autre chose et puis revenir le lendemain et continuer. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de voilà, c'est totalement libre. Il y a le porteur peut vraiment avancer en toute autonomie, sans filtre, puisqu'il peut parler de manière assez brute à l'IA. Et en même temps, avec la rigueur d'une méthodologie qui est éprouvée, voilà, c'est une méthodologie qui a été utilisée sur des milliers de projets. Et donc, en fin de compte, Néo, c'est vraiment l'assistant que chaque porteur mérite d'avoir pour justement lui permettre d'oser, de se lancer dans l'innovation de façon vraiment fluide, simple, sans prérequis, sans jugement. Voilà. Alors peut-être aussi, je vais vous partager une slide qui résume en fait. Alors c'est des retours concrets qu'on a eu de la part de nos clients sur. Alors, attendez, je me suis perdue dans mes écrans. Voilà. Attends, sur les bénéfices en fait de Néo. Alors je vais chercher la présentation. Voilà, diaporama. Donc concrètement en fait, pour qui Néo crée le plus de valeur dans une entreprise. Donc, bien entendu, le porteur de projet, puisque ça va lui permettre de structurer et de challenger son projet, de clarifier ses hypothèses,
de voir aussi les angles morts de son projet et de pouvoir mieux embarquer les différentes parties prenantes, son sponsor, etc. Et là, le bénéfice, c'est clairement de réduire en fait les idées immatures et de permettre de pousser le plus loin possible des idées à fort potentiel. Voilà, donc là, j'ai remis hein, ce que j'ai dit précédemment. C'est un verbatim qu'on a eu d'un grand groupe qui nous a dit en 2 à 4 heures seulement, ils ont pu atteindre un niveau d'analyse qui est équivalent à plusieurs semaines, voire mois d'accompagnement sans Néo. Donc, ça prouve effectivement la pertinence de l'outil. Autre partie prenante pour des chargés d'innovation, en quoi est-ce que Néo est intéressant? C'est qu'en fait, il va permettre d'acculturer finalement les collaborateurs à l'innovation de manière très fluide, très simple, puisqu'ils vont apprendre en fait à structurer leur projet et se poser les bonnes questions. Donc, Néo va vraiment jouer le rôle d'un assistant virtuel pour les chargés d'innovation. C'est une tierce personne qui vont pouvoir mobiliser dans l'équipe pour déjà permettre d'accompagner davantage de projets et vraiment en fait faire avancer le plus d'idées possibles de concepts vers en fait une prise de décision. Et Néo permet aussi d'avoir une première évaluation de tous les projets puisqu'il va permettre en fait de faire avancer les idées et in fine, de pouvoir prendre des décisions. Et donc, ce qui est intéressant pour les chargés d'innovation, c'est que Néo, véritablement, permet aussi d'optimiser l'accompagnement sur des projets à plus fort potentiel, puisque l'humain, le chargé d'innovation, va lui pouvoir vraiment se focaliser sur les projets qui vont délivrer le plus de valeur pour l'entreprise. Et en même temps, en faisant en sorte que les porteurs puissent faire aboutir leurs idées, puisqu'ils sont accompagnés quand même par Néo, donc il n'y a pas de frustration de voir son idée en fait mis de côté, puisque là, il bénéficie d'un assistant virtuel. Et troisième persona, donc le sponsor, le décisionnaire, là, grâce au rapport de synthèse, parce que lui, quelque part, il s'en moque de Néo, ça l'intéresse pas. Ce qu'il veut savoir, c'est OK, quel est le potentiel du projet. Donc là, l'idée, c'est d'envoyer le rapport de synthèse au décisionnaire pour que très rapidement, il puisse voir le potentiel et décider d'un go-no-go et aussi sécuriser donc ces investissements, puisque l'idée, c'est de savoir est-ce que je continue à allouer du temps à ce projet ou pas, est-ce que je mets du budget sur ce projet ou pas, et donc de pouvoir aussi arbitrer entre différents projets. Et l'objectif, c'est vraiment de décider plus vite et de faciliter le criblage des projets. Voilà. Donc, on va laisser la parole maintenant à Sonia donc Sonia Graja de Veolia qui va nous permettre d'avoir un retour concret de Néo qui a été utilisé dans un grand groupe. Merci à tous. Et peut-être pour synthétiser une preuve, là vous avez une capture d'écran à droite avec un, une question posée sur Néo à droite, le problème et la réponse de Néo. Et à gauche, vous voyez ce qui défile sur ChatGPT, mais en fait, c'est la réponse à la même question. Donc vous voyez bien la distinction et que voilà, Néo reste focalisé aborde le projet de manière systémique en rentrant dans chaque détail. Là où un LLM classique et global va vouloir répondre à tout d'un coup. Mais meilleure preuve de l'intérêt de l'approche, c'est de laisser la parole à Sonia. Peut-être avant de rentrer dans les détails, et du coup je vais arrêter mon partage d'écran pour l'instant. Euh, Peux-tu nous présenter un Veolia dans les grandes lignes et puis ensuite tes enjeux en particulier et plus précisément en fait pourquoi tu t'es dit tiens Néo pourrait être intéressant et j'ai envie d'en avoir la preuve. Oui, alors Veolia, donc c'est un grand groupe, une multinationale dont le siège est basé à Aubervilliers en France. C'est un leader mondial des services à l'environnement, donc qui s'occupe de concevoir et de déployer des solutions autour de la gestion de l'eau, du déchet et de l'énergie. Et voilà, donc Veolia, c'est à peu près une cinquantaine de BU qui sont répartis sur les 5 continents.
C'est 215 000 collaborateurs et puis un siège, donc situé à Aubervilliers. Et donc moi, je suis rattachée à une direction du siège qui s'appelle Business Support et Performance. À noter qu'il existe également une direction de l'innovation, mais qui a été créée plus récemment. Et donc moi, au sein de cette direction business support et performance, mon rôle, c'est d'accompagner les BU principalement, mais également les équipes du siège qui le souhaitent, à mettre en place et à déployer des processus d'innovation collaborative, donc selon 3 axes: identifier les opportunités, maturer les opportunités en solutions qui créent de la valeur, et acculturer les équipes à l'innovation. Donc, cette solution Néo, pour moi, s'intègre parfaitement dans mon activité, surtout dans les axes 2 et 3. À quels enjeux elle répond? Déjà, donc ça fait à peu près 7 ans que j'exerce cette activité au sein du groupe et que je suis donc en contact avec des équipes d'innovateurs et des responsables innovation à travers les BU dans le monde de Veolia. Et mon constat, c'est que le contact avec le client intervient généralement très tardivement dans le processus d'innovation. Il intervient généralement au mieux au moment de la phase pilote, avec un accent très fort qui est posé sur, si on reprend les termes de votre Marelle, sur la viabilité technologique et la rentabilité financière. Donc, ces 2 critères sont généralement mis en avant, sont très prépondérants, au détriment de la désirabilité et la légitimité qui arrivent après. Donc c'est un petit peu inversé et ça crée des effets secondaires délétères du type un certain nombre de technologies, par exemple, qui prennent la poussière sur les étagères parce qu'elles n'ont pas rencontré leur marché. Et puis des technologies pour lesquelles on a dépensé énormément de ressources de tout type, y compris financières, et parfois avec un effet je ne sais plus comment ça s'appelle là, le biais de poursuite, biais de confirmation. Puisqu'on a dépensé autant d'argent, on va continuer. Oui, mais il n'y a pas de marché. Oui, mais on a déjà dépensé tout ça. Bon, bref. Donc finalement, c'est à la fois remettre les besoins du client et son cahier des charges, non pas au centre, mais au démarrage. Donc pour moi, c'est vraiment un constat assez généralisé et un outil comme ça permet de le faire puisque dans le déroulé, la désirabilité et l'acceptabilité arrivent en premier. Il y a un deuxième enjeu, c'est que finalement le métier et l'expertise autour du management de l'innovation, c'est une discipline émergente et que les BU au sein de Veolia ont une maturité très disparate au regard de cette discipline. Et donc, il y a réellement un besoin de former, d'acculturer les personnes à cette partie axe 2 qui est OK, on a identifié des opportunités. Ça, en général, ça marche bien. Et c'est d'ailleurs par là que j'ai commencé mon activité. J'ai commencé simplement avec ce premier axe, utiliser l'intelligence collective pour identifier, faire émerger les opportunités d'innovation, les prioriser, les sélectionner selon les bons critères, etc. Mais une fois qu'on a ça, on a un goulot d'étranglement et le long process derrière de maturation, d'incubation et la capacité à arrêter à temps demande une expertise. Souvent, en fait, les équipes ne savent pas que cette expertise existe et donc demandent des ressources du type budget ou expertise technologique, etc., mais demandent pas cette expertise-là. Donc, c'est un besoin qui est non exprimé parce que non conscientisé, mais que moi, je vois régulièrement.
Donc, pour moi, c'était aussi une façon de répondre à ce besoin-là. Et enfin, bon, bah, quand un groupe atteint une certaine masse critique, il y a inévitablement des logiques de silos qui se mettent en place et d'obstacles à la diffusion et à la scalabilité, pour faire un anglicisme, des innovations d'une BU à une autre, par exemple, d'une zone à une autre. Et puis, nous, chez Veolia, le copy and adapt des innovations. Voilà. Et donc, dans le choix de l'outil, bah, je cherche pas des outils pour des outils. Moi, ce qui m'intéressait là, ça a été souligné, mais je le ressouligne, c'est toute l'expertise de Vianeo qui est sur laquelle cet outil est adossé. Qui est importante, donc toutes ces années d'expérience, de connaissances, qui donne vraiment la valeur à cet outil. Et puis voilà. Et puis pour ce qui est de l'IA, c'est chez Veolia, il y a une acculturation qui est assez forte et il y a une volonté forte d'acculturer tous les collaborateurs de Veolia à l'IA. Et donc, voilà, je n'anticipais pas de résistance particulière vis-à-vis de cet aspect-là. Voilà, donc un outil qui est à la croisée de deux disciplines que sont le management de l'innovation et l'IA, pour moi, voilà, c'était évident qu'il fallait qu'on regarde. Et dans cette phase amont voilà, d'émergence et de structuration dès le départ, avec un langage partagé. Alors, on va peut-être passer rapidement, parce que ça, on pourra vous donner des éléments plus de manière ultérieure et précise sur le bêta-test qui a été conduit donc, auprès d'une vingtaine de personnes, hein. Peut-être juste un point intéressant, donc sur 3 mois et demi. Sur l'ensemble du groupe. Je vais un peu vite, mais peut-être qui est intéressant, c'est que comment tu as embarqué des personnes et puis de quel type, avec quels objectifs, quel type de projet. Voilà, juste avoir un panorama des conditions dans lesquelles on a testé enfin, vous avez testé la solution. Bah, on a conduit ce projet de bêta-test un peu comme un projet d'innovation. Mm. Donc, tout simplement, j'ai envoyé un appel à candidature auprès de mon réseau pour recueillir les volontaires, sachant que cette démarche était portée par le siège, par notre direction. Et que donc ils avaient juste à se laisser porter. Et donc, ce sont comme toujours, les early adopters les plus curieux et ouverts qui se sont manifestés. Et donc, très rapidement, en fait, il y a eu une quinzaine de personnes qui se sont manifestées. Ce qui était intéressant, c'était que c'est ce qu'on voulait. On voulait de la diversité géographique, donc de BU. Donc, on avait à la fois des personnes en Allemagne, en Pologne, en Amérique latine, euh, en Espagne, et voilà, il me semble, j'en oublie peut-être. Et puis, donc, ce sont des personnes qui sont de profil généralement tournés vers l'innovation ou le marketing. Donc qui sont quand même déjà avec un niveau minimum de sensibilité, mais avec des niveaux de maturité très différents au regard des processus d'innovation. Il y a une BU, par exemple, qui est deux BU qui sont très matures, et puis d'autres qui se lancent, que j'accompagne là. On n'en est qu'au tout début du process d'accompagnement, et donc qui se lancent dans des démarches d'innovation collaborative. Donc ça, c'était intéressant d'avoir des profils Mm. de maturité Un peu différentes. varié. Alors peut-être allons droit au but sur les retours, que ce soit en positif ou en point d'amélioration. En tout cas, tout le monde a bien joué le jeu. Et juste pour dire rapidement, en fait, il y a eu un entretien avant l'usage de Néo pour bien comprendre la situation dans laquelle les gens se trouvaient, leurs attentes, et même s'ils avaient une baguette magique pour faire mieux ce qu'ils avaient à faire. Et puis ensuite, le test
et puis des entretiens post-test pour bien recueillir donc leur retour. Euh, donc là, peut-être je peux vous laisser échanger toutes les deux, Élise et Sonia, parce que Élise a particulièrement suivi du coup toute cette phase-là. Mais si tu peux nous partager tes retours et justement par rapport aux hypothèses formulées avant le test, qu'en est-il? Mm. Bah, ce que j'ai trouvé intéressant déjà, ce sont les entretiens qu'on a conduits en amont du bêta-test auprès des bêta-testeurs pour leur demander quels étaient leurs besoins dans leur activité quotidienne autour de l'innovation, leurs attentes, leurs frustrations, leurs irritants, etc. Et j'ai trouvé que ça, c'était sans qu'ils aient connaissance de ce qu'était l'outil Néo. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que dans les attentes qu'ils ont exprimées, ça correspondait beaucoup. Il y avait vraiment un très bon match entre ce qu'ils exprimaient et ce que l'outil que j'avais moi préalablement testé pouvait apporter. Donc c'était déjà très bon signe et c'était très riche. C'était très riche comme entretien. Euh, donc les attentes qui ont été exprimées, c'était vraiment, OK, on nous demande d'innover. Moi, j'ai une casquette d'innovation dans ma BU. On nous demande d'innover. On parle beaucoup de l'importance de l'innovation dans le groupe, mais je manque de structure. Je manque de méthodos, je manque de moyens, et on a vraiment besoin d'être en capacité d'arrêter les projets à temps. Donc, ce qui correspondait déjà à l'hypothèse formulée. Il y avait une personne qui était plutôt experte en open innovation et qui disait aller sourcer des solutions à l'extérieur, ça on sait très bien faire. Il y en a pléthore, mais c'est après intégrer ces solutions à l'intérieur et démontrer ou pas leur validité pour pour l'innovation et le business de Veolia, ça, on manque de moyens et de méthodes. Donc, et puis une autre qui est à l'interface entre la R&D et les BU sur des projets d'innovation qui disait clairement on a besoin de casser les silos entre le siège et les BU. Voilà, donc finalement tous ces besoins émergés correspondaient déjà aux raisons pour lesquelles j'avais engagé ce projet. Et quant au retour, moi, je dirais que le mot qui a caractérisé cette démarche, c'est la fluidité. C'est-à-dire qu'il y a eu, tout s'est fait de façon très simple, très facile, très fluide. Il n'y a jamais eu de retour vers nous pour nous dire mais je comprends pas comment ça marche. Donc facilité, fluidité dans la prise en main de l'outil. Dans les retours qui ont été faits, effectivement, donc il y a des retours qui correspondent à ce que vous avez, à ce qu'Élise a présenté. Donc c'est un outil qui est extrêmement intéressant, facile d'utilisation dans sa langue native. En plus, quand on converse avec l'outil dans sa langue native, c'est beaucoup plus simple pour être coaché, pour être challengé dans la structuration de son projet sur un temps très court. Donc, pour le porteur de projet, c'est vraiment un outil d'empowerment et de coaching qui permet aussi de sortir du modèle business plan, qui est un modèle largement utilisé, comme je disais au début, pour confirmer la viabilité d'un projet d'innovation et qui est très chronophage, qui demande un certain niveau d'expertise, donc beaucoup de porteurs de projets sont un peu démunis, et qui est de toute façon pas adapté à des projets early stage et avec un haut niveau d'incertitude. Donc, ce qui est vraiment ressorti, c'est que cet outil est particulièrement adapté à l'étape du concept. C'est-à-dire, si c'est juste une idée brute, c'est pas adapté parce que si on n'a pas
réfléchit un minimum aux enjeux de son idée, l'outil va être très redondant et va traîner en longueur et ne va pas apporter toute la valeur qu'il peut apporter. Donc, c'est vraiment à l'échelle du concept cet outil crée le plus de valeur. De même que si c'est un projet trop complexe qui implique un grand nombre de BU dans l'entreprise ou des enjeux trop forts, là aussi, c'est sans doute pas adapté. Donc, c'est à l'heure actuelle adapté à des projets business, donc pas forcément à des projets de transformation interne, à l'étape de concept. Voilà, donc assez early stage. Il y a Euh, eu forcément des points d'amélioration notés, peut-être. C'est intéressant de les partager parce que ça pourra mener aussi sur les enjeux de la roadmap de Néo. oui, oui, alors le point de friction qui a été unanime, c'est des longueurs dans l'échange conversationnel avec un certain nombre de redondances qui fait qu'au bout d'un moment, on a l'impression de se répéter et que on ne sait plus comment faire pour avancer et il y a un taux de complétion qui stagne de façon asymptotique autour des 90% et on se dit qu'on jamais, enfin il faudrait 24 heures pour arriver au 100%. Donc ça a été un des axes d'amélioration, donc la qualité de la conversation. Peut-être aussi une différenciation de la conversation selon qu'on arrive en tant que porteur de projet ou en tant que manager d'innovation, donc porteur plutôt d'un portfolio de projets. Et puis aussi, peut-être différencier selon le niveau de maturité du projet. Voilà, donc de rendre l'outil un peu plus adaptatif. Mm. Euh, euh, Notamment un ouais, point sur le fait de bien pouvoir distinguer des projets internes d'innovation qui n'atteignent pas forcément des clients par rapport à des projets effectivement plus business. Voilà. Donc ça, c'est une sémantique oui, qui devrait être adaptée oui. et qui va l'être. Il y a Mm. eu aussi une demande forte autour des next steps, c'est-à-dire de pouvoir, sur la base du rapport qui est généré, qui a beaucoup de valeur parce que il permet vraiment de communiquer avec toutes les parties prenantes, de pouvoir avoir une ébauche de plan d'action avec un ersatz de planning autour, même si on sait qu'un projet d'innovation, ben, c'est pas linéaire, mais quand même d'avoir peut-être clairement établi les next steps Mm. à partir de là où on en est. Euh, le, le, on a demandé des feedbacks aussi sur une plateforme collaborative du groupe. Enfin, vraiment, le feedback, le taux de réponse sur est-ce que vous voudriez utiliser Néo dans un projet futur, ça a été un 100% oui. Et puis, le score sur la probabilité de recommander Néo a été de 80%. Donc, globalement, les retours ont été vraiment très positifs avec oui, des axes d'amélioration autour de l'adaptativité de Mm. l'outil à différentes situations. Alors, ben, merci Sonia, on va obligé de t'arrêter dans ton élan. Mais peut-être juste un point parce qu'on peut se dire, bah donc et après, c'est quoi la suite pour Veolia et pour les BU qui ont envie de l'utiliser? Je pense que tout le monde est Donc, curieux. on a clôturé les différentes phases du bêta test par un webinaire de restitution
où Séverine, qui est tout récent, hein, qui date de la semaine Mm. dernière, où Séverine a pu présenter à la fois les retours intégrés du bêta-test conduit chez Veolia et ceux conduits de celui conduit chez EDF, qui a été conduit un petit peu en parallèle. Donc, c'était intéressant aussi pour mes collègues d'avoir le retour de ce qui se passe dans un autre grand groupe. Et puis, là, l'étape d'après, c'est de leur proposer la phase pilote. Donc là, on a validé le POC on leur avait demandé de travailler sur des projets non sensibles dans un premier temps. Et donc là, la phase suivante, c'est un projet pilote où on choisit 3-4 BU particulièrement motivés avec lesquels on définit des KPI quantitatifs de création de valeur avec l'outil Néo, un périmètre, et on les accompagne de façon très rapprochée pendant 4 mois à l'utilisation de Néo sur des projets réels cette fois-ci pour pouvoir vraiment mesurer la création de valeur avant de conclure à une diffusion plus large ou pas. Mm. Alors, vous l'aurez compris, effectivement, nous, on est vraiment, vraiment friands, pour ne pas dire férus, et comme tu l'as dit, c'est une innovation pour une organisation. Donc, du coup, d'accompagner vraiment cet usage. Donc, c'était vraiment bien de faire un bêta-test pour bien comprendre, et puis ensuite d'aller continuer à faire un pilote, mais vraiment pas de lancer, comme on aime bien l'image du pavé dans la mare, pas le lancer d'un coup, mais l'accompagner parce qu'il y a un vrai sujet aussi d'évolution de comportement et d'effets qu'on va découvrir en marchant en fait. Et c'est vraiment ça qu'il faut suivre. Alors, je vais peut-être rapidement, parce que le temps file malheureusement, conclure juste avant de passer. J'ai vu quelques questions pour vous dire que, en fait, grâce à tous ces retours, évidemment, l'objectif, c'est d'améliorer. Donc, le sujet de bien distinguer les fonctionnalités, les enjeux par rapport à porteurs de projet, aux managers et aux décisionnaires, on est en train de travailler justement sur des distinctions de rapports notamment, et je vais répondre à une des questions qui était dans le chat sur la partie évaluation, et notamment de pouvoir intégrer une évaluation adaptée au contexte et qui va être justement et adaptée aussi aux enjeux de ceux qui veulent évaluer. Derrière, avoir des enjeux de plan d'action, de monitoring pour suivi du portefeuille et de tout ce qui est en train de se faire. Il y a un sujet qui est important aussi, c'est surtout ne pas freiner le porteur de projet dans sa réflexion, donc lui donner le choix de donner accès ou pas à sa conversation et à son rapport au moment où il le sent, pour qu'il puisse aller vraiment au bout de l'exercice. Et puis si c'est pas une bonne idée et qu'il la sent pas, ben non, il l'aura pas encore présenté. Donc voilà, il y a tous ces distinctions. Derrière, on a un gros sujet aussi de choix des LLM, de souveraineté. Tout est sur OVH et on a maintenant Gemini, mais et actuellement Mistral. Et puis, l'intégration de tous ces éléments dans la marelle pour qu'une fois qu'on a fait le travail sur Néo, on puisse ensuite aller travailler en profondeur avec la marelle et tous ces livrables qui permettent d'aller en profondeur. Et c'est pas fini parce que je vous cache pas que le backlog est plein. On va peut-être répondre aux questions. Euh, donc la question à laquelle j'ai répondu bonjour, pour son usage en contexte de portfolio, peut-on associer Néo à nos propres critères et pondérations? Voilà, ça c'est vraiment un des enjeux. Ça va être une fonctionnalité sur laquelle on va Mm. travailler avec les utilisateurs, de pouvoir vraiment avoir une évaluation adaptée. Euh, Mais peut-être la voilà. slide de d'après avec le lien. Ah oui, pardon, voilà, tu as raison. Vous pouvez y aller. Donc effectivement, alors justement, c'est intéressant, ça me permet de répondre à la question comment gérez-vous le sujet de la confidentialité et de la protection des données. En fait, aujourd'hui, donc on a une plateforme via Neo, c'est neo.vianeo.io, qui est accessible à tout un chacun sous réserve d'inscription, avec quelques fonctionnalités pas accessibles, notamment le fait de passer de Neo à la Marelle dans une plateforme
plateformes pour ceux qui ont des plateformes. Parce que l'un des enjeux, c'est qu'en fait, et ça c'est plutôt dans notre nature, c'est de déployer des instances, ce qu'on appelle des instances, donc des espaces en marque blanche sécurisés pour le client. Donc actuellement, il y en a qui sont en cours de déploiement, et notamment chez Framatome et dans des écoles. Et donc là, l'idée, c'est que l'espace soit propre à l'organisation, que ça puisse aussi être à terme connectable au LLM interne à l'organisation et en cloud souverain. Donc le lien avec les services IT RSSI, c'est du quotidien, évidemment, pour nos équipes, puisque le but du jeu, c'est d'arriver à s'intégrer dans l'organisation existante. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Et Jean Damien, Néo remplace. En fait, Néo remplace pas complètement un travail d'accompagnement en profondeur. C'est ce qu'on a fait chez SBM, effectivement. Mais Néo, en fait, accélère un travail amont d'embarquement. Voilà. Mais l'idée, c'est que un chat et une IA, c'est quand même un espace de discussion one-to-one. Et ça reste un moment du projet, mais il faut absolument passer à l'autre moment qui est de l'intelligence collective. Donc, ça ne remplace pas, voilà. Ça permet de consolider, ça permet de prendre confiance, ça permet de rassurer, ça permet de se sentir à l'aise, ça permet aussi de mettre carte sur table tout ce qu'on a en tête et de le présenter pour être challengé. Comme l'a dit tout à l'heure Élise, un manager qui a lu, c'était pour ne rien dévoiler chez EDF, mais je ne dévoile pas le contenu, mais un manager qui lit un rapport Néo va droit au but sur les enjeux du projet et il dit, mais c'est génial, j'avais jamais eu autant d'informations et de réflexions sur ce problème à résoudre qui était vraiment stratégique. Voilà, c'est ça l'enjeu. Sonia, est-ce que tu veux un mot de la fin? En tout cas, merci infiniment d'avoir témoigné. Le mot de la fin pour moi, c'est que c'est un outil qui propose un cadre qui libère l'innovation. Voilà, c'est un outil qui professionnalise l'innovation, qui la démocratise, qui l'harmonise, qui permet d'avoir un langage commun. Donc c'est vraiment pour moi le cadre qui libère, si je devais résumer ça en un mot. Génial, je suis complètement en phase. Le cadre n'est pas là, au contraire, pour renfermer, il est pour permettre et ouvrir encore plus de créativité. Un cadre qui libère, eh bien, testez et puis surtout revenez vers nous avec toutes vos questions et on sera ravis de pouvoir échanger et surtout améliorer cette approche assez innovante, je dois le dire, dans l'IA aujourd'hui. Merci à tous. À très bientôt. Merci, Merci Sonia pour ta dispo et Ouais, tes merci feedbacks très précieux. à Et bientôt. merci à tous infiniment.